Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on commence à accueillir nos participantes et nos participants. Merci de nous avoir rejoints et je vais tout de suite passer la parole à Sylvie Matteli, directrice de l'Institut Delors, basé à Paris, pour son mot d'ouverture de ce webinaire, Ces regards croisés, organisé par Wati et par l'Institut Delors. Sylvie. Merci beaucoup Gilles. Ravi de cette nouvelle session de nos webinaires Regards croisés. Merci à toi d'accepter toujours avec enthousiasme cette collaboration qui dure maintenant depuis 3 ou 4 ans. Donc nous, on est ravis parce que ça nous permet oui, d'ouvrir, de regarder ailleurs que du côté de Bruxelles ou de l'Europe et d'ouvrir nos horizons. Et je pense que c'est fondamental. J'en profite aussi, puisque j'ai le mot d'introduction, pour remercier nos 4 intervenants aujourd'hui que je te laisserai présenter, Gilles. C'est toi qui t'occupe de la modération, donc je te laisse. Je ne viens pas marcher sur tes plates-bandes. Donc Bachir, Fadel, Geneviève et Thibault, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre. C'est grâce à vous qu'on peut chaque fois organiser ces webinaires regards croisés. Et c'est très important et tellement rare qu'on ait des webinaires de ce type et avec ces perspectives de points de vue aussi différents. Alors moi, avant qu'on commence notre débat, ce que je trouvais intéressant et trouvais utile, et je vais prendre 2 ou 3 minutes pour faire une petite introduction, c'est de peut-être faire un point de situation, état des lieux. Je pense qu'on a tous été relativement estomaqués, si vous me permettez le mot, par le discours de Donald Trump la semaine passée à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies et cette énorme arnaque que serait le changement climatique, parce que je pense que ce soit depuis l'Afrique ou que ce soit depuis l'Europe, ce changement climatique, on le vit au quotidien et plus personne aujourd'hui ne viendrait à en douter ou à le questionner. Alors du côté de l'Europe, justement, la situation est assez paradoxale puisque ce changement climatique, il s'accélère. Il y a un rapport qui est tombé à point nommé ce début de semaine, un rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui a sorti son rapport annuel qui explique et qui constate que le changement s'est accéléré en Europe, que la hausse des températures devrait être 2 fois plus importante en Europe que dans le reste du monde, alors que pendant très longtemps, on s'est bercé dans l'illusion, les Européens, de croire que comme nous vivions dans des régions tempérées, eh bien au fond, on se prendrait 2 ou 3 degrés de plus, mais quand vous habitez à Paris ou à Bruxelles, je me permets Geneviève, et qu'il pleut tout le temps et qu'il fait très froid en hiver, on se disait 2 degrés de plus, au fond, ça risque d'être sympa. La Côte d'Azur à Paris, pourquoi pas? On se rend compte qu'en fait, c'est au-delà d'une augmentation de la température qui est bien plus conséquente qu'on ne l'imaginait. Les populations commencent à véritablement se rendre compte des conséquences que 2 degrés, c'est pas juste 2 degrés de plus sur le thermomètre et donc 2 degrés de moins, de froid de moins en hiver, que c'est des aléas climatiques qui se multiplient, qui s'intensifient avec des inondations, des sécheresses, des canicules. Nous avions rarement des canicules dans nos pays tempérés il y a encore une dizaine d'années. Nous en avons connu en 2003, connu à nouveau quelques années plus tard. Aujourd'hui, nous avons des canicules, des périodes de canicules 2 ou 3 fois par an, par été, et partout en Europe, y compris dans des régions que l'on pensait relativement préservées. Ce changement climatique qui s'accélère, c'est aussi une atteinte à l'environnement et on va parler au-delà du changement climatique, on va parler de tout l'environnement. En Europe, cette agence européenne de l'environnement estimait dans ce rapport sorti lundi que plus de 60% des espèces vivant en Europe et 81% des habitats protégés étaient menacés par le changement climatique. Le stress hydrique aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose que les Européens n'imaginaient pas il y a encore quelques années. Le stress hydrique touche aujourd'hui 30% du territoire européen, 34% de la population. Et contre toute attente, pendant très longtemps, c'était le lot annuel des Espagnols, des Portugais, des pays du Sud. Le stress hydrique touche aujourd'hui des pays comme le Danemark. Danemark qui est pourtant très au nord, en plus la configuration géographique le met au milieu de la mer. Donc vous voyez, la question climatique et la question d'environnement sont 2 questions qui sont extrêmement présentes et dont les populations ont de plus en plus conscience. Ça se voit dans les eurobaromètres où le climato-scepticisme recule d'année en année et pourtant,
Et pourtant, on est victime d'un certain nombre de biais cognitifs qui font que on s'inquiète, on manifeste son inquiétude lorsqu'il y a des aléas climatiques, et puis bah, les choses bougent très lentement. Les, les lignes et les politiques évoluent très peu. Et le climat aujourd'hui, avec le retour de Trump à la présidence, avec ce, ce, cette remise en cause des politiques pour lutter contre ce changement climatique. Et donc là, j'en arrive à la COP30 finalement et aux négociations climatiques. Eh bien, le climat, le mot est mal choisi, mais il me venait naturellement comme ça, le climat ambiant en Europe sur ce que l'on devrait faire, sur la volonté politique, sur l'engagement, sur la volonté des entreprises, la volonté des citoyens de véritablement investir pour s'adapter ou pour lutter contre ce réchauffement climatique, pour mieux protéger son environnement, eh bien, ce climat, il s'est un peu terni ces dernières années, alors qu'on avait depuis 2019 un pacte vert qui nous guidait. Il est de plus en plus questionné, il est de plus en plus remis en cause, il est de plus en plus critiqué. Alors, c'est vrai que la posture américaine n'aide pas, mais il faut bien se rendre compte, et là je parle aux Européens et aux Africains, bien évidemment, qui nous écoutent. Et je pense que nos quatre intervenants iront complètement dans cette direction. C'est pas juste Trump, en fait, la question climatique. C'est pas juste Trump. Moi, j'ai essayé de réfléchir en préparant un petit peu mon introduction. Clinton, déjà, au début des années 90. Alors, Clinton, c'est pas très honnête de ma part que de citer Clinton, parce qu'il a eu aussi Al Gore, et Al Gore était le papa du protocole de Kyoto. Donc, Clinton a été plutôt ouvert et engagé sur ces questions. Il n'empêche qu'il a été le premier à soutenir, à s'exprimer sur l'importance de l'économie. C'est sa fameuse phrase, It's the economy, stupid. Et ça n'a pas cessé. C'est George Bush Junior qui expliquait que le mode de vie des Américains n'était pas négociable. C'est Obama qui a investi massivement dans le gaz de schiste. Biden dans les puits de pétrole, si je ne m'abuse, en Alaska. Donc, on voit qu'aux États-Unis, il y a des verrous à toute évolution du système économique qui pourrait aller dans la direction de mieux préserver l'environnement et lutter contre le changement climatique, reste quand même, au moins au niveau politique, assez important. Donc, à un moment donné, ce que j'ai presque envie de dire, c'est que faut pas trop compter sur eux. Il faut peut-être pas trop s'arrêter à un discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies parce que sinon ça ne bougera pas de ce côté-là. Et pendant ce temps, la Chine, la semaine dernière aussi, à cette même tribune des Nations Unies, a quand même fixé des objectifs climatiques pour la première fois de son histoire, me semble-t-il, mais vous me corrigerez chacun d'entre vous si je raconte des bêtises. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quid de cette COP30? Et la question que je vous pose à tous, est-ce qu'on peut espérer des avancées? Alors, dans le climat actuel, on peut se dire, c'est pas bien parti, et en même temps, c'est une COP qui a lieu au Brésil, qui sera menée par un président brésilien, Lula, qui a quand même été extrêmement volontariste la semaine passée aussi. Donc, moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein, je vais voir ce que vous nous expliquez, ce que vous nous dites, mais je pense que vos éclairages vont être particulièrement utiles et intéressants. Voilà, merci Gilles pour m'avoir laissé le temps de cette introduction et je te laisse la main maintenant pour la suite. Merci beaucoup, Sylvie. Un plaisir à nouveau de se retrouver et un plaisir de t'écouter également faire cette introduction substantielle au sujet avec une dimension géopolitique évidente, mais aussi avec de craintes réelles aujourd'hui quant aux possibilités de respecter les objectifs fixés par l'accord de Paris et par les engagements internationaux nombreux sur le climat. Merci à chacune et à chacun de vous, surtout à nos invités, nos intervenants du jour. Je vais les présenter, mais vraiment de manière rapide parce que les 90 minutes passent très, très vite. On aimerait bien vous écouter vos avis d'experts sur le sujet. Je vais commencer par Madame Geneviève Ponce qui dirige Europe Jacques Delors, hein, dernier né de la famille des think tanks qui porte la vision européenne de Jacques Delors.
Et vous avez travaillé d'ailleurs, je pense, au sein du cabinet de Jacques Delors et en charge à l'époque de l'environnement et du climat. Donc, c'est évidemment votre domaine de prédilection, même s'il y en a beaucoup d'autres. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Euh, je continue, donc toujours du côté de l'Institut Delors, Thibaut Voïta, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller donc en énergie et climat au sein de l'Institut Jacques Delors et vous avez aussi accompagné, je pense que vous le faites toujours probablement, des gouvernements, y compris africains, dans les politiques climatiques, d'adaptation ou les contributions nationales. Donc, merci de nous avoir rejoints et je pense que vous enseignez aussi, vous dirigez un master sur cette question. Merci beaucoup. Alors, du côté africain, on a aujourd'hui Mohamedou Fadel Diop qui un peu la voix de la société civile jeune sur ces questions climatiques. Fadel Diop travaille à Oxfam comme chargé de programme avec un accent fort sur les questions de justice climatique et d'inégalité. Il nous en dira davantage tout à l'heure. Et Fadel, je ne peux pas m'empêcher de le mentionner, a aussi travaillé à Wati il y a quelques années comme chargé de recherche. Donc, merci de nous avoir rejoints, Fadel. Et je termine par Bachir Ismaël Ouedraogo, qui fut ministre de l'Énergie et des Mines du Burkina Faso et qui a fait sa thèse de doctorat sur le changement climatique et l'énergie, et donc aussi un expert pointu sur la question, qui s'intéresse beaucoup aux questions énergétiques, mais aussi aux questions d'éducation et a créé notamment Open Education plus récemment et il travaille en ce moment comme conseiller à l'Institut donc Tony Blair. Merci, Bachir Ouedraogo, d'avoir accepté notre invitation. Et je crois que oui, je crois qu'on a fait le tour. Et donc, je vais enchaîner tout de suite, peut-être avec un premier tour de table. Peut-être avant ça, juste mentionner, il y a le rapport que Sylvie a mentionné. Je pense que j'ai vu aussi ce matin le Shift Project, un think tank français, qui a publié un document qui montre à quel point le développement fulgurant de l'intelligence artificielle pourrait être tout à fait incompatible avec la décarbonation. Et évidemment, là aussi, ça pose des questions sur notre capacité peut-être à nous réguler, à réguler l'économie et le développement technologique. Et ce sera peut-être aussi une partie de la discussion. Donc, premier tour de table assez général hein, pour savoir au fond, est-ce que ces COP, ces conférences des partis servent encore à quelque chose? Question un peu naïve, mais je crois que les citoyens en Afrique et peut-être même en Europe se posent la question, est-ce que ça sert à quelque chose? Et est-ce qu'il faut les faire voilà, toujours à ce rythme, sachant qu'elles coûtent également, sans doute, en termes de réchauffement climatique. Et donc, quels sont les enjeux aussi aujourd'hui majeurs de la COP, donc la COP 30 pour l'Europe et pour l'Afrique? Et je vais commencer avec Madame Geneviève Pons. Merci beaucoup, ravi d'être avec vous. Vous avez rappelé que j'ai commencé au cabinet de Jacques Delors, que j'étais en charge de l'environnement et du climat, et je l'ai accompagné à Rio en 92. Donc je pense que quelques-uns d'entre vous n'étaient pas nés. Et donc j'ai connu non seulement la naissance de la Convention climat, mais pas mal de COP depuis, et notamment bien sûr la COP 21 à Paris il y a 10 ans. Mais aussi, j'étais à Dubaï il y a un peu moins de 2 ans. Voilà, alors moi, je fais partie des gens qui pensent il faut faire des COP. Il faut faire des COP parce que c'est une occasion de se rencontrer, c'est une occasion de se parler, et c'est souvent une occasion de progrès. De façon complètement inattendue, c'est à Dubaï que pour la première fois, on a obtenu la mention écrite de la nécessité de cesser d'utiliser des combustibles fossiles. C'était le fruit de plusieurs jours de travail et d'une nuit de négociations et de discussions. Donc, ce sont des endroits où beaucoup de choses se passent. Et alors, beaucoup de choses se passent non seulement entre les États, mais beaucoup de choses se passent entre les acteurs, autres que les États. Et ça, c'est une grande évolution par rapport à 92. En 92, à Rio, il y avait une conférence qui vraiment rassemblait les chefs d'État et de gouvernement. À l'époque, ils étaient 140. Ils se croisaient en délégation. Je me souviens très bien des croisements de délégations.
avec tous les conseillers, les chefs d'État, etc. Mais la société civile était ailleurs. La grande différence que j'ai vécue entre autres à Paris, puis ensuite à Dubaï, mais aussi d'ailleurs entre-temps à d'autres COP, mais je vous cite ces deux-là, c'est que la société civile est là, elle suit les choses, elle interagit. Donc, comme je disais, à Rio, j'étais avec Delors, mais à Paris, j'étais à la tête de WWF Europe. Et on avait des délégués qui venaient de partout dans le monde. Et chaque délégué avait un petit peu sa cible qui était son contact privilégié. Pour moi, c'était le commissaire Cagnette, qui a joué un rôle très positif. Et on les voyait dans la journée, on leur parlait, et puis on récoltait tout ça, et on ramenait tout ça, et on discutait entre nous. Toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, bah, ça, c'est toi, c'est pour les États-Unis, toi, c'est pour l'Australie, toi, c'est pour, je sais pas, on va dire maintenant le Sénégal, hein. Bon. Et on rapportait tout ça. Il y avait aussi les petits États insulaires, etc. Et on avait une stratégie. Eh bien, écoutez, je pense vraiment que justement, en accord, en association avec les États insulaires, on a joué un rôle très important dans la mention du 1,5 degré. Voilà pourquoi je pense que c'est utile d'avoir des COP. Parce que les COP, c'est pas seulement entre les États, mais c'est aussi avec beaucoup d'autres parties prenantes. Ces parties prenantes peuvent avoir un impact important sur place, en particulier pour élever l'ambition, et puis ensuite vont agir en dehors des COP et vont essayer de faire progresser les choses. Alors il y a des inconvénients à avoir des COP. Je crois que vous en avez suggéré un, c'est qu'il y a beaucoup de voyages, donc beaucoup d'émissions de dioxyde de carbone. Et puis, on n'est pas toujours content des résultats des COP. Et puis aussi, on a signalé que dans les COP, il n'y avait pas que des acteurs positifs, il y avait aussi des lobbies qui étaient plutôt là pour empêcher. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais mon expérience à moi, qui est l'une probablement des plus profondes du point de vue historique, c'est que oui, il faut faire des COP et qu'on continue à progresser et que ce qu'on a obtenu à Dubaï, par exemple, est très positif. Ce qui a été obtenu à la COP 29 n'est pas suffisant, mais c'est déjà, du point de vue justement de l'aide entre les pays développés qui sont responsables historiquement du changement climatique et les pays en développement qui subissent le changement climatique beaucoup plus qu'ils n'en sont responsables. Ce fonds qui a été créé à ce moment-là n'est pas suffisant, mais il est là, et donc il va progresser. Donc moi, je suis en faveur des COP, et je voudrais ajouter quelque chose, même si vous venez de rappeler que tout ce qui est, comment dire, Internet n'est pas exempt d'émissions de dioxyde de carbone. De plus en plus, ce qui se développe dans les COP comme dans d'autres conférences internationales, c'est la possibilité de partager de participer en ligne. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà mon plaidoyer pour les COP. Merci beaucoup, un plaidoyer très, très clair et basé sur une expérience historique également très, très riche. Merci beaucoup. Peut-être que je vais enchaîner plutôt avec le ministre Ouedraogo avant de revenir à Thibaut Voïta pour savoir s'il partage le même point de vue, parce que ben, il a occupé des fonctions politiques, il y a aussi peut-être cette vision globale du côté du continent africain, à quoi ça sert. Les COP, ce type de grandes réunions. Merci, merci Jules, merci pour l'opportunité. Je voudrais dire que les COP, elles sont importantes du fait qu'elles permettent donc d'attirer l'attention sur ce qui se passe sur le plan de l'environnement, les changements climatiques, d'attirer l'attention, d'être là, de publier, de permettre à ce qu'on ait les détails, comme on le dit, les informations justes et crédibles. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est des messes. Et j'ai participé au COP au début enthousiasme, mais à la fin, je me suis résolu à rester tranquillement dans mon coin et à ne plus voyager au COP parce qu'on y va. On prend les mêmes décisions.
on dit qu'on va faire ceci, on va faire cela. Et d'année en année, il n'y a rien qui est fait réellement sur le terrain. Je vais prendre le cas de notre région, le Sahel, où le manque d'eau, les problèmes sur l'agriculture sont directement liés au changement climatique. Nous, on le vit tous les jours. On voit les forêts qui disparaissent. On voit la famine qui est en train donc de prendre donc de l'ampleur. Même le conflit qu'il y a en ce moment dans le Sahel trouve ses racines dans les changements climatiques. Et je le dis, en ce moment, nous devons être réalistes en Afrique et se dire que nous devons commencer vraiment à trouver nos propres solutions parce que les COP, je les ai participés, elles ne vont pas être la solution à nos problèmes. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple très simple dans le secteur donc, des énergies renouvelables dans lequel je suis. Mais le coût du kilowattheure sortant des panneaux solaires coûte moins cher en Europe que le coût du kilowattheure en Afrique, où nous avons 3 fois plus d'ensoleillement que les pays européens. Posez-vous la question. Ceux-mêmes qui ont plus besoin donc, de cette technologie, ceux-là qui ont le plus d'impact des changements climatiques, se retrouvent être ceux qui payent le plus cher pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Je trouve qu'il y a un problème fondamental qui se pose sur la lutte et l'adaptation pour les changements climatiques. Et je le dis, pour pouvoir même avoir accès à la technologie pour les mêmes coûts. Mais l'Afrique, vous allez voir que le coût de l'argent va vous coûter 4-5 fois plus cher pour les mêmes technologies. Alors que c'est nous qui avons été les plus impactés. C'est l'Afrique qui a le moins participé donc, à ce qui se passe donc, sur les changements climatiques en ce moment. Donc, je dis oui, c'est bien de participer à ces COP, d'attirer l'attention du monde entier. Mais je pense qu'il faut être réaliste maintenant. Et c'est sur ce chemin-là que moi, je me suis engagé maintenant. Trouvons nos solutions à nous-mêmes. Essayons de nous adapter à la réalité parce que déjà, nous sommes en train de subir l'impact donc, de ces changements climatiques. Mais nos populations, qu'est-ce qu'elles gagnent? Nos populations, comment on fait donc pour permettre à ce qu'elles puissent s'adapter à vivre décemment et dignement? Et donc, moi, je pense que c'est mitigé, ces COP-là, de mon point de vue. C'est bien d'attirer l'attention, de publier donc des données, mais je pense que maintenant, il faut que nous-mêmes, nous nous adaptions et nous allons à l'action de façon pragmatique. Et donc, moi, je viens sur ce panel de façon pragmatique pour dire que j'ai participé à beaucoup de COP, j'ai vu les résolutions, j'ai vu ce qui s'est passé, mais c'est devenu un business du changement climatique. Il faut le dire. Aujourd'hui, ceux qui ont la technologie, ceux qui ont les moyens de pouvoir s'adapter, sont en train de vouloir se faire du business sur le dos de ceux qui ne l'ont pas. Et les gens ne luttent pas réellement pour les changements climatiques, les gens veulent se faire du business. Et les gens veulent se mettre plein les poches jusqu'à un niveau incroyable, mais de façon indécente. Et ça, il faut le dire, parce que ce business de changement climatique qui est en train de se faire, il se joue sans l'Afrique. Il se joue sans les pays qui sont les plus vulnérables. Et il se joue sans les pays qui ont le plus besoin. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on y aille avec les yeux ouverts. Il faut maintenant que nous prenions nos responsabilités. Moi, je ne pense pas que l'Afrique devrait s'asseoir et puis croiser les bras et compter sur les résolutions qui vont sortir donc de ces COP-là. Il faut que de façon pragmatique, nous puissions aller vers des solutions idoines qui permettent à nos populations de s'adapter. Surtout pas ne pas copier le modèle européen et le modèle américain de vie. Parce que ce n'est pas un bon modèle, c'est un modèle qui détruit l'environnement et qui nous a mis dans des conditions très difficiles et déplorables. Il faut que nous restons dans nos mécanismes et de ne pas dire que ça, voilà, parce qu'avec les télés, avec tout ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux et tout ça, on nous copie un modèle qu'on dit être le meilleur au monde. Mais c'est le modèle le plus dangereux et c'est le modèle qui détruit le plus l'environnement tout en voulant se faire un business. Donc, je dis, il faut qu'on mette maintenant le doigt sur la réalité qui est que ce business climatique, il faut que nous puissions nous en sortir de là et prendre nos résolutions et prendre le bon chemin.
Merci beaucoup, Bachir Ouedraogo. Je pense que voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait du consensus très longtemps dans cette discussion, mais tout de suite, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a des prises de position très claires et très tranchées et pas unanimes, et c'est ça aussi la valeur hein, de ces regards croisés. Je pense que c'est très important justement qu'on se dise les choses très franchement, telles qu'on les ressent. Thibaut Voïta, peut-être également votre point de vue. Vous êtes aussi un spécialiste en particulier des questions d'énergie. Vous avez écouté ce que le ministre Bachir Ouedraogo a dit. Alors, est-ce que les COP, ça sert encore à quelque chose et est-ce que ça sert à tout le monde? Est-ce que ça sert aussi à ceux qui ont moins voix au chapitre? Merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Euh, Merci aussi pour les précédentes interventions. Je dois dire que je suis en très grande partie en accord avec Monsieur le ministre Ouedraogo. Alors je pense que tout le monde autour de la table était déjà né quand j'ai commencé à m'intéresser au COP, mais ça commence à faire de nombreuses années que je n'ose pas compter. Et il est vrai que quand je regarde toutes ces conférences climatiques, l'Assemblée générale des Nations Unies, toutes celles auxquelles j'ai pu assister et que je vois celles d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des copier-coller des annonces avec des mots-clés qui reviennent sans arrêt. Ambition to action, commitment, global action, tout ce genre de choses. Et malheureusement, j'ai un sentiment que les COP, et j'ai toujours été un ardent défenseur des COP, j'ai toujours détesté le COP bashing, mais j'ai l'impression qu'elles sont en train d'arriver malheureusement dans une impasse, en particulier cette année. Cette année, plus précisément dans la COP à Belém, je vois qu'il y a des problèmes qu'on avait assistés dans les COP précédentes qui semblent se répéter et s'amplifier à un point qui fait qu'on atteint un point de non-retour, il me semble. Il y a un problème qui revient toujours dans les COP, c'est celui du logement. Alors ça peut paraître très anecdotique, mais à Belém, les infrastructures ne sont pas du tout adaptées pour héberger une COP et certains hôteliers en profitent. C'est-à-dire qu'on a des tarifs d'hôtel qui vont jusqu'à 7 000 $ la chambre, avec seulement possibilité de réserver à 15 nuits. On a des billets d'avion pour Belém en classe économique depuis l'Europe qui coûtent 6 000 €. Et tout ça, c'est une conséquence très simple, c'est que l'inclusivité est totalement absente de cette COP. Donc les ONG, naturellement, une ONG africaine ne pourra pas se payer un tel coût et ne pourra pas participer à la COP. On a un problème de coopération de finance climat, on va en parler un peu plus tard, des pays qui ne donnent plus, qui ne contribuent plus comme ils devraient au COP. Et puis il y a ce problème des contributions déterminées nationales, Nationally Determined Contributions, les NDC, qui doivent être soumises chaque année au début de l'année à peu près. Alors elles arrivent toujours en retard, hein. Ce sont des plans climat, des engagements climat de tous les pays de la planète qui doivent être renouvelés tous les 5 ans. Et donc ils arrivent toujours en retard. Mais alors là, on bat tous les records de retard. Et il est absolument... Alors naturellement, les États-Unis, c'est un cas spécial parce qu'ils ont soumis leur contribution déterminée au niveau national très en avance. Parce que c'est Biden qui l'a fait avant que Trump arrive au pouvoir. Donc elle est totalement nulle. Elle est vouée aux oubliettes. L'Europe, elle, n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord sur sa contribution, ce qui est particulièrement dommageable. Et la Chine non plus n'a pas soumis une contribution. Pour revenir sur ce que Sylvie disait tout à l'heure, la Chine a fait un engagement. Ça n'est absolument pas le premier engagement de la Chine, le premier engagement climatique. Elle en fait régulièrement, mais ces engagements internationaux sont en général, et cette fois ça se vérifie encore une fois, beaucoup moins ambitieux que les engagements qu'elle fait au niveau national dans ses plans quinquennaux, par exemple. Alors voilà, en gros, très rapidement, ce qui se passe, et juste un petit mot pour terminer, qui est la victime de tout ça, qui en souffre? Ce sont naturellement les pays les moins émetteurs et qui doivent investir de l'argent qu'ils n'ont pas dans des politiques d'adaptation, en premier lieu, les pays africains.
Merci beaucoup, Monsieur Boïta, et merci d'avoir donné des indications aussi très claires sur Belém, parce qu'on lit effectivement des articles sur les difficultés hein, d'accueil de cette COP. Et effectivement, voilà, avec les tarifs que vous avez donnés, on voit bien ce que ça implique, effectivement. Et je pense que ce que vous dites aussi nous montre qu'on est peut-être dans un moment très particulier avec des retards et un engagement un peu partout qui faiblit au niveau de la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup. Fadel Diop, je pense que vous avez participé, alors je ne sais plus si c'était en présentiel ou en ligne, à la dernière COP au nom d'Oxfam et organisé même des événements, je pense, parallèles. Aujourd'hui, voilà, quel est votre point de vue sur le contexte global et est-ce que la COP à venir sert encore à quelque chose? Merci beaucoup, Gilles. C'est vrai, je participe au COP depuis très peu, depuis Marrakech, donc ce n'est pas la même chose que Madame Geneviève Pons, par exemple. Euh, mais j'ai partagé la même impression pour ma première participation d'espoir en cet espace qui réunissait des représentants de plusieurs délégations. Et je pense que mon approche de travail a radicalement été transformée par cette première expérience-là. Elle a été beaucoup plus ouverte sur l'international, sur la collaboration avec différents acteurs, que ce soit des ONG, des représentants étatiques, etc. Et je pense que cela a renforcé le travail que non seulement moi, mais l'institution que je représentais faisait sur les questions climatiques. Après, comme on l'entend dans ce débat, il y a des avantages et des inconvénients liés à la COP. Ce que je viens de dire fait partie des avantages, mais parmi les inconvénients, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on écoute votre question, Gilles, c'est qu'elle peut cacher des émotions derrière. Elle peut cacher de la curiosité, comme vous le dites, mais par exemple, lorsque la même question provient de plusieurs organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons, c'est beaucoup de frustration. Pourquoi de la frustration? Prenons l'exemple des interceptions de Bonn qui viennent d'être. Alors, la COP, c'est le point culminant des négociations climatiques durant l'année, mais avant elle, en juin, se passe tout le temps, on va dire, la première mi-temps de ces négociations climatiques, c'est les intercessions de Bonn. Et où, en fait, beaucoup de décisions qui vont être prises à la COP sont déjà préfigurées. Et lorsqu'on a terminé les intercessions de Bonn cette année en Allemagne, euh, je peux parler collectivement en disant que ce n'est pas seulement mon sentiment, mais le sentiment de beaucoup dans notre organisation à Oxfam, c'est beaucoup de déception. Pourquoi de la déception? Parce que, en fait, on a pu constater que notamment les pays européens n'ont pas accepté de tomber d'accord sur un agenda pour provisionner la finance climatique, alors que la question est maintenant beaucoup plus urgente que jamais. Sans financement climatique, c'est en fait beaucoup plus de conséquences du changement climatique qui sont subies par les pays les plus vulnérables, notamment les pays africains. Ce sont des sécheresses, ce sont des inondations, c'est beaucoup de désastres qui sont quelque chose de vraiment concret pour les communautés avec lesquelles nous travaillons, nous vivons. Mais ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau. On a vu, même avant l'accord sur le nouvel objectif global quantifié, le précédent objectif qui était de 100 milliards de dollars par année n'avait jamais été respecté, malgré des engagements qui étaient pris par les États. Malgré des promesses, la réalité était que le financement adéquat euh, avait de la peine à être rassemblé. Et lorsqu'il s'est agi de définir un nouvel objectif quantifié, les pays du Sud tablaient pour qu'à la COP 29 à Azerbaïdjan, on puisse être dans l'ordre de 1,5 trilliard, voire 5 trilliards pour ceux qui étaient les plus ambitieux. Mais je pense que c'est tout le monde dans cette société civile qui a eu une douche froide parce qu'à l'accord euh, à Settle, on s'est retrouvé avec un engagement de 300 milliards. Donc, ce sont des exemples qui montrent en fait comment cet espace-là, qui est censé être un espace de, de consensus, un espace de redevabilité envers les pays les plus riches qui ont provoqué la crise et qui doivent donc, par conséquent, assumer cette responsabilité et financer la réponse à la crise, eh bien, ça ne l'est pas. Ce n'est pas un espace de redevabilité, la justice, l'équité, qui sont des principes qui sont pourtant dans la Convention du cadre des Nations Unies, ne sont pas forcément respectés. Euh, mais au-delà de ça, je pense que
au-delà de la question de la frustration que ça peut provoquer pour les communautés avec lesquelles on travaille à Paris, par exemple, qui subissent l'érosion côtière, dont les maisons sont dévastées et qui attendent un sauveur qui ne vient point. Au-delà de cette frustration, il y a aussi parfois un pessimisme que peut cacher votre question. Pourquoi du pessimisme? C'est en fait la question de se dire, si on a tous ces États qui se réunissent en cette messe, comme le dit Monsieur le ministre, et qui n'arrivent pas à produire des décisions qui peuvent servir à l'intérêt général, le bien-être de tout le monde, à quoi sert le multilatéralisme? Je pense que c'est une question fondamentale que pose aussi cette situation. Euh, et on voit que le multilatéralisme, en fait, est en danger parce qu'on voit les échecs récurrents que regroupent ces différentes COP-là. Monsieur Thibault Reita a parlé de la question de la représentativité. Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus en danger lors de cette COP à Belém qu'ailleurs parce qu'on voit que euh, les délégués, je ne parle même pas de la société civile, mais les délégués, ceux qui sont censés défendre la position des États africains, des États des pays du Sud lors de ces COP-là, n'ont pas les moyens d'y assister. Et c'est quelque chose de très frappant parce que si vous assistez aux COP, même avant celle-ci, où ça va être pire, vous voyez comment il y a un déséquilibre, en fait, entre la représentation des pays les plus développés et les pays pauvres. Donc, on est dans une situation où, par exemple, l'UE va avoir des centaines de représentants qui vont se départager les tâches, négocier en binôme, en trinôme, etc. Et on a un délégué, par exemple, africain, qui doit suivre plusieurs points de négociation alors qu'il n'a tout simplement pas le temps, l'énergie de se préparer. Parfois, ils arrivent dans les salles sans pour autant lire les documents sur lesquels on doit tomber d'accord. Donc, si déjà cette situation-là est très critique, et là encore, il y a moins de représentativité, c'est vraiment une question de justice qui se pose. Mais, enfin, je pourrais encore développer davantage, mais j'imagine qu'on est tenu par le temps. Je pense que malgré le fait qu'on fasse tous ces constats-là, la question qui nous reste, c'est de savoir, eh bien, si la COP ne marche pas, si le multilatéralisme ne fonctionne pas, eh bien, qu'est-ce qui nous reste? Et malheureusement, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons nous passer du multilatéralisme, spécialement en ce moment. Merci. Merci beaucoup, Fadel, et merci pour cette conclusion tout à fait réaliste, hein. Quelle alternative, si on estime que les COP ne marchent pas, quelle alternative à cela? Alors, je vois la main levée de Geneviève Pons. Peut-être une réaction rapide par rapport à cette question. Ensuite, on va progresser vers le deuxième tour de table. Oui, allez-y. Merci. Vous pouvez activer le micro hein, qui a été fermé en temps. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est parfait. Ah, ok, merci beaucoup. Oui, je voudrais réagir brièvement sur un certain nombre de choses qui ont été dites. En ce qui concerne donc Monsieur le ministre Bachir Ouedraogo, je suis complètement d'accord avec vous en ce qui concerne le mode de vie. Ce mode de vie, bon, moi je suis plus ou moins née là-dedans, même si je suis née sur le continent africain. Mais après une certaine expérience et pas mal d'études, je suis totalement d'accord avec vous. Si vous pouvez échapper à ce mode de vie et trouver vos propres solutions, vous avez totalement raison. Maintenant, ce que je crois, c'est qu'il y a des possibilités de coopération réelles. Et donc ça, j'aimerais revenir là-dessus un peu plus tard. Et je crois qu'il y a vraiment, en dehors de ce business dont vous avez parlé et qui me fait froid dans le dos, il y a des possibilités de coopération réelles. Je voudrais aussi revenir sur ce que Fadel, je crois, a dit. C'était peut-être pas Fadel, c'était peut-être plutôt Thibault, je ne sais plus, excusez-moi. Mais sur le prix de Belém. Le prix de Belém, moi je ne le savais pas. Ce que je savais pour une conversation avec l'ancien directeur général de WWF International il y a quelques mois, c'était à Nice, donc c'était début juin. Il m'avait dit, Geneviève, est-ce que tu as réservé pour Belém? J'ai dit non. Il m'a dit, bah, laisse tomber, c'est trop tard. Voilà. Et donc, moi qui suis pas, je voudrais un tout petit peu corriger peut-être le sentiment que j'ai donné tout à l'heure. Je suis pas 100% pour les COP.
Je vous dis, moi, ce qu'il y a de positif dans les COP, et j'aime beaucoup la question de Fadel à la fin. Oui, si on n'y va plus, s'il n'y a plus ça pour le multilatéralisme, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je ne suis pas 100% pour, je vois tous les aspects positifs, mais là, on se trouve devant un cas de figure qu'il faut absolument éviter à l'avenir. Éviter que le coût exorbitant d'une présence à la COP exclue énormément de gens. Les conditions à Belém n'étaient pas propices à l'organisation d'une COP, tout simplement. Donc voilà, il faut de temps en temps, il faut un petit peu de bon sens. Et puis j'espère que on pourra quand même revenir sur des idées de coopération positive tout à l'heure. Je suis comme vous assez consternée par le fait que les 100 milliards n'ont jamais été respectés, on n'y est pas arrivé. On est à 300 milliards alors qu'il en faudrait 1300, etc. On peut continuer comme ça beaucoup. Mais une des choses que j'ai apprises au fil de quand même, je dois le dire et répéter, quelques décennies d'études de ce sujet, c'est que si on veut que ça marche, c'est pas seulement des solutions locales, comme le disait Bachir, mais c'est aussi du financement privé. Il faut du financement privé et donc il faut trouver des solutions qui sont attractives, non pas pour des gens qui seront d'affreux profiteurs, hein, mais vraiment pour un bénéfice mutuel. Et je crois qu'il y a des solutions qui se dessinent et donc c'est de ça que je voudrais parler plus tard. Merci beaucoup, Madame Ponce. Je pense à nouveau, on est déjà entré hein, dans le vif du sujet en montrant à nouveau les grandes questions qui se posent, les grands enjeux, les grandes difficultés également. Comme on n'a pas beaucoup de temps et j'informe les participants qui pourront poser des questions, mais plutôt par écrit que je relayerai tout à l'heure. Sinon, la gestion du temps sera impossible si on donne la parole directement. Mais je voudrais qu'on enchaîne tout de suite avec peut-être des questions plus spécifiques qui pourraient faire l'objet aussi d'ailleurs de coopération Europe-Afrique et de coopération multilatérale de manière plus générale. Et peut-être en restant avec vous, Madame Ponce, je pense que vous vous intéressez en particulier au lien entre océan et climat et à la mise en œuvre du traité sur la haute mer, hein, un traité récent, peut-être une bonne nouvelle. Peut-être nous expliquer assez clairement, de manière pédagogique, quel est ce lien entre l'océan et le climat et finalement, quelles sont les perspectives peut-être positives à tirer de la signature de ce traité? Oui, très bien. Merci d'avoir accepté que je choisisse cet angle. Presque 71% de notre planète est constituée par l'océan. 95% de la chaleur en excès est absorbée par l'océan. La conséquence de cette absorption de chaleur par l'océan, c'est une augmentation de l'acidité, qui a des conséquences sur beaucoup de choses, par exemple les coraux. Donc, vous voyez là tout de suite un lien très fort entre océan et climat. L'océan, alors là, ça peut être très, très discuté, mais l'océan absorbe au moins 33% du dioxyde de carbone qui est émis dans l'atmosphère. Donc, vous avez un lien très, très fort entre océan et climat. Et aussi, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'un océan vivant absorbe beaucoup plus de dioxyde de carbone qu'un océan qui est vide de vie. Vous avez, par exemple, dans l'océan austral, qui est important pour nous tous, et je vous explique pas pourquoi, mais sachez que c'est vraiment d'une importance capitale pour nous tous, l'océan austral. Vous avez une richesse de vie extraordinaire. Et vous avez une toute petite crevette, le krill, qui a une capacité de stockage de carbone tout à fait exceptionnelle. Et ce krill, qui est nécessaire à toute la chaîne alimentaire, ce krill est malheureusement très fortement pêché par certaines nations, qu'elles soient développées ou en développement. Et donc, on a ce lien très fort. Mais je dirais, si j'essaye de rester sur une veine optimiste, dans cette période où le multilatéralisme est en effet tout à fait en crise, où un pays représentant 20% de l'économie mondiale n'est pas seulement climato-sceptique, mais mène, je dirais, un combat acharné
contre le climat. Dans de telles circonstances, les progrès que l'on fait méritent d'être soulignés, méritent d'être encouragés et méritent d'être mis en œuvre. Et c'est le cas de l'océan. L'océan, pour la première fois à Nice, a attiré 64 chefs d'État et de gouvernement, dont beaucoup venaient d'Afrique. Et l'océan n'est pas juste une victime du changement climatique, c'est aussi une source de solutions. Et il y a en particulier une richesse commune qui est tout à fait extraordinaire, qui est la haute mer. Et ça fait 20 ans que l'on négocie un traité sur la haute mer. La haute mer, ça représente 40% de notre planète, les 2 tiers de l'océan et 40% de notre planète. Et ça représente des ressources qui sont extraordinaires, à la fois des ressources en termes halieutiques, mais aussi des ressources en termes génétiques, avec des possibilités de découverte. Et c'est un domaine où l'Europe a négocié avec l'Afrique. Donc l'Europe et l'Afrique ont négocié ensemble. Et il y a beaucoup d'éléments de ce traité qui est désormais entré en vigueur. Il est entré en vigueur quand il a obtenu 60. Alors, il faut compter un certain nombre de jours. Il entrera effectivement en vigueur, je crois, le 17 janvier 2026 exactement. Mais on a su qu'il entrerait en vigueur le 23 septembre à New York. Et quand ce traité sera rentré en vigueur, il y aura des possibilités de coopération tout à fait réelles entre notamment l'Afrique et l'Europe. Et ce sera des possibilités de transfert de technologie, des possibilités de transfert financier, aussi du partage de ressources génétiques. Et moi, je fonde beaucoup, beaucoup d'espoir dans ce domaine. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je voudrais que vous sachiez qu'il y a dans le domaine de l'océan, et si vous voulez que j'y revienne, j'y reviendrai plus tard, d'autres progrès qui ont été faits. L'accord que l'on dit Fish One sur la pêche illégale est entré en vigueur. Donc ça a été célébré quelques jours auparavant à Genève. Et puis, il y a aussi un traité plastique ambitieux qui est bloqué par les États pétroliers et désormais les États-Unis, mais sur lequel l'Europe et l'Afrique pourraient progresser ensemble. Et voilà, et il y a aussi des ressources de carbone bleu tout à fait extraordinaires en Afrique, comme la préservation ou la restauration des mangroves, sur lesquelles l'Europe et l'Afrique peuvent travailler ensemble pour le bénéfice commun. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et à nouveau, hein, ces échanges, c'est aussi l'occasion d'apprendre, et en particulier sur des sujets parfois scientifiques, techniques, et je pense que c'est important de comprendre à nouveau ce lien entre océan et changement climatique et ce qui se joue à ce niveau-là. Alors, on va passer à un autre sous-sujet, mais qui est absolument fondamental, hein, le sujet du financement. Et je vais demander à Thibaut Voïta peut-être de nous expliquer concrètement aujourd'hui, d'abord lorsqu'on parle de finance climat, de quoi s'agit-il? Quelles sont les options? D'où l'argent vient, très clairement. Est-ce que c'est une substitution de l'argent qui allait à d'autres domaines qu'on affecte au climat ou pas? Et aujourd'hui, par rapport à ce que Fadel Diop mentionnait sur les engagements à un moment donné pris par les pays qui ont été les plus gros pollueurs, où est-ce qu'on en est dans le respect de ces engagements en termes de finances climat et aussi la clarification entre ce qui va peut-être à l'atténuation, à tout ce qui permettrait de réduire les émissions et ce qui va à l'adaptation au changement climatique, ce qui est, je pense, souvent présenté comme étant la priorité pour les pays africains et pas seulement. Bon, tout ça en quelques minutes. Merci. Je vais essayer d'être rapide. La réponse facile, c'est que les flux financiers, je pense que je ne vais rien vous apprendre et je ne vais pas vous surprendre, sont très largement insuffisants en matière de lutte contre le changement climatique. Il y a différentes estimations qui circulent. Elles vont de 6,7 à 11,7 trillions de dollars qu'il faudrait investir
On en est pour l'instant à 2 trillions de dollars. Donc on est vraiment en dessous de ce qui est nécessaire. Alors c'est un problème à bien des égards. C'est un problème qui en cache d'autres parce qu'il y a une inégalité en matière de ces flux financiers. Vous vous en doutez certainement aussi, l'Afrique bénéficie très très peu de ces flux, et ces flux se dirigent aussi en grande majorité vers des politiques ou des mesures d'atténuation, et peu, même si les choses tendent à évoluer un peu, parce que malheureusement, la réalité du changement climatique devient de plus en plus prégnante et difficile à ignorer. Donc, de moins en moins, pardon, peu de ces financements sont dirigés vers les questions d'adaptation ou les questions de résilience. Et à ce sujet, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les COP, parmi les choses que je vois revenir en permanence chaque année, il y a cette véritable inflation de nouveaux fonds qui ont chacun destination à régler tel ou tel problème. Alors, ce sont souvent de très très bonnes idées, mais le problème, c'est qu'on a une profusion de fonds ayant chacun des objectifs différents, et qu'il est extrêmement difficile pour les États qui bénéficient de ces fonds de s'y retrouver, de faire des demandes de financement. Et il est également extrêmement difficile pour les États contributeurs de savoir où aller. Donc il y a un vrai problème, et naturellement, la COP 30 a aussi son fonds qui est porté par Lula. Alors la Chine a dit qu'elle allait y contribuer. Donc c'est le TFFF, un fonds destiné à la foresterie qui est certes très important. L'idée est très intéressante. Elle constitue à rémunérer les pays qui protègent leurs forêts. Mais il y a une vraie question de savoir pourquoi autant de fonds, sachant que beaucoup de ces fonds sont également hébergés par la Banque mondiale, qui prélève une partie des contributions pour son fonctionnement, une partie assez significative. Euh, donc il y a un vrai problème de finance, et le problème, il n'est pas prêt de s'arranger, parce que côté occidental et côté japonais aussi, l'aide publique au développement, et plus généralement et plus spécifiquement l'aide au changement climatique, les contributions au changement climatique diminuent. On a vu que Trump a éliminé l'USAID. Alors l'USAID, il y a beaucoup de discussions sur la réelle utilité de cette agence. Moi, je connais quelques projets, notamment en Afrique, qui, à mon sens, avaient une réelle utilité dans la lutte contre le changement climatique, et qui auraient mérité à être préservés et à continuer. La France, l'Allemagne diminuent drastiquement, et c'est malheureusement un mouvement continu, leur aide aux pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. On est dans un contexte d'austérité budgétaire, et ce genre de financement passe facilement à la trappe. Et donc, on a vraiment une tendance de réduction de ces flux financiers, ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout. Alors, il y a quelques bonnes nouvelles malgré tout, ou alors des nouvelles mitigées. Je regardais récemment l'évolution des investissements. Là, je parle des investissements, donc c'est pas seulement de l'aide publique. Les investissements en matière de renouvelables ont été multipliés par 2 depuis 2015. Donc en 10 ans, multipliés par 2. La Chine est un moteur extraordinaire là-dessus. Les investissements chinois correspondent à 10% du PIB chinois, ce qui est l'équivalent du PIB australien, rien que ça. Et puis, les investissements, alors c'est pas linéaire, mais les investissements vers les énergies fossiles tendent malgré tout à diminuer. Et puis, il y a un autre élément qui est nouveau, et dont je ne saurais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c'est le développement des marchés du carbone. Il y a un accord, donc les marchés du carbone, il y a des marchés volontaires, donc qui sont décentralisés, qui ont connu énormément de scandales, certains étant survenus en Afrique par ailleurs, et qui sont en train de reprendre du poil de la bête après plusieurs années de chute vertigineuse. Leur volume était descendu à 500
30 millions d'US dollars en 2024. On s'attend possiblement à un doublement de ce volume pour 2025. Et puis, il y a les marchés qui ont été mis en place donc par la COP 21, il y a 10 ans, et qui ont été négociés jusqu'à il y a 1 an à l'Azerbaïdjan, et qui pourraient, en théorie, mobiliser la finance privée et relancer la coopération multilatérale dont on parle. Maintenant, il y a énormément de problèmes liés à ces marchés. Leur intégrité, la redistribution des bénéfices de ces marchés aux populations locales, et le fait que ça peut très bien être une solution pour les pays du Nord, pour les entreprises du Nord, en se disant, je demande aux pays africains, qui pourtant sont déjà très peu émetteurs, de réduire leurs émissions, et moi, comme ça, je suis tranquille. Et il y a un vrai questionnement là-dessus, mais je vais peut-être m'arrêter là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, et il y aurait énormément à dire sur ces questions des marchés du carbone. Merci beaucoup. Oui, il y aura probablement effectivement des clarifications à apporter pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement de ces marchés du carbone. Bon, je crains qu'aujourd'hui, on n'ait pas le temps d'aller dans le détail, mais je pense que c'est un tour d'horizon qui est extrêmement utile à nouveau pour tout le monde, pour tous les citoyens qui suivent ces questions. Et peut-être à Bachir Ouedraogo, déjà, je relais quelques préoccupations, des questions qu'on a reçues ou des commentaires. Et je pense que le premier renvoie un peu aux premières paroles de Bachir Ouedraogo. Il y a un intervenant, M. Mbayad, qui je crois est aussi un spécialiste des questions d'énergie, qui mentionne que la France se prépare à son PNA, j'imagine que c'est un plan national d'action à plus 4 degrés, c'est-à-dire en acceptant que la hausse sera sans doute de plus 4 degrés, laissant une fausse référence de 2 degrés aux Africains. L'Allemagne qui aurait démarré ses centrales à charbon et qui vient en Afrique imposer des énergies propres. Il faut être sérieux, les COP ne servent à rien. Donc, je crois que c'est une position voilà, très, très tranchée, mais qui reflète un peu ce sentiment de beaucoup, en tout cas sur le continent, qu'effectivement, on a des pays européens où, bon, les États-Unis, de toute façon, n'essayent même pas de venir développer des énergies propres en Afrique ni nulle part ailleurs, mais on a un peu cette idée que les autres veulent continuer, disons, à maintenir cette forme de vie, justement, qui est très coûteuse en énergie, et qu'on demande aux pays africains de faire tous les sacrifices pour, voilà, pour réduire peut-être les émissions globales. Donc, peut-être, quelles sont les priorités africaines compte tenu des besoins de développement économique, énergétique? On rappelle qu'en Afrique, on a encore une population très majoritairement dans beaucoup de pays qui n'ont pas accès à l'électricité, par exemple. Et bien sûr, le développement industriel, qui est un élément clé, en tout cas tel qu'on le perçoit pour l'emploi des jeunes en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait pour concilier ce besoin d'adaptation au changement climatique et de ne pas aussi accroître les émissions côté africain et en même temps les besoins énergétiques que nous avons qui sont absolument prodigieux? Merci, Jules. Pour aller dans la même veine, hein, nous avons en Afrique, hein, de façon générale, autour de 500 à 600 millions hein, dans le monde qui n'ont pas accès encore à l'énergie et pratiquement 80% se trouvent en Afrique. Donc, nous, c'est même pas d'abord non seulement on a une industrie qui n'a pas assez d'énergie pour pouvoir se développer, mais le basique même, quelques kilowattheures pour pouvoir permettre à un enfant d'étudier, permettre à une femme d'accoucher de façon digne dans une maternité avec la lumière, mais on est encore à ce stade. Donc, je dis, quelqu'un l'a dit, on l'a vu, en Europe, les centrales à charbon se rallument. Aujourd'hui, le nucléaire est devenu une énergie verte. Bon, donc c'est pour vous dire qu'en face des intérêts, il n'y a plus de sentiments, il n'y a pas de pitié. Et c'est ce que je veux, c'est le message que je veux faire passer, que nous soyons réalistes en Afrique et que nous comprenions les enjeux qui se jouent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, mais quand vous voyez les projections de ce qu'il faut en matière d'énergie pour pouvoir faire fonctionner l'intelligence artificielle, mais ça donne le tournis. Mais c'est la réalité déjà. Quand vous prenez ChatGPT, ben, ils sont en train d'investir
dans des centrales électriques à tour de bras. Ben, vous avez aujourd'hui Bill Gates avec un certain nombre donc, de milliardaires américains qui sont en train de travailler sur les centrales nucléaires pour pouvoir accélérer l'accès à l'énergie, pour encore donner plus d'énergie à l'économie européenne, américaine et les pays développés. Ben, si vraiment c'est l'énergie et tout ce qu'il y a qui impacte le changement climatique, ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que de l'autre côté, ben, les gens sont à la course à l'investissement de façon effrénée à ce niveau-là, sans calcul et sans même considération. Sylvie l'a dit au début, Donald Trump qui a dit que le changement climatique, c'est une arnaque, qui dit, bon, leur histoire de changement climatique, vous avez pris des engagements à Paris et tout ça. Il a, dès son premier jour dans son cabinet, il a signé que les États-Unis sortent de là. Mais je peux vous citer des exemples à longueur de journée. Mais pour vous dire que les pays développés, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont pollué et qui continuent encore de polluer, n'ont aucun sentiment par rapport à cela. Je félicite la société civile qui fait un travail extraordinaire en Europe, un peu partout, en Afrique. Ils sont conscients, ils se battent. Mais malheureusement, que ce soit les décideurs, que ce soit ceux qui ont les moyens, les riches, ils n'ont pas de sentiment à ce niveau. Et ils n'en ont cure. Mais quand on regarde l'enrichissement aujourd'hui, le monde n'a jamais eu autant d'argent que maintenant. La technologie n'a jamais été autant avancée que maintenant. Nous avons toutes les solutions et tout l'argent possible pour régler les problèmes que nous avons ici. Mais qu'est-ce que les autres sont en train de faire? Ils sont en train de faire la course pour aller sur la planète Mars. Mais les gens s'en foutent. C'est pour mettre la merde ici. Et puis bon, ceux qui ont encore les moyens, on se rend dans le premier vaisseau et on va sur la planète Mars et on vous laisse dans les problèmes. Donc, c'est pour ça que j'en appelle aux Africains. Et parce que je le dis avec vraiment à mon corps défendant, parce que comme on l'a dit, nous avons tous eu beaucoup d'espoir, ok? Et d'année en année, nous nous sommes rendus compte que les mêmes problèmes reviennent, les mêmes promesses reviennent, mais finalement, on ne tient jamais nos promesses. Donc, j'attire l'attention sur mes frères pour dire il faut d'abord que nous-mêmes, on parle d'une même voix d'abord, qu'on se comprenne ici, là, localement, en Afrique. Et que chacun n'aille pas vouloir, parce que dans ces grandes messes-là, chacun court pour ses 5 minutes de gloire, parce que bon, je suis allé parler à la tribune des Nations Unies, je suis allé parler à telle tribune, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se donne tous la main ici sur le continent pour parler d'une même voix et essayer d'aplanir un peu nos divergences pour pouvoir choisir la voie qui nous convient et qui nous sied à nous. Et c'est ce message-là que je voudrais lancer. Parce que rien ne sert de passer le temps à nous faire la bagarre ici, à nous entredéchirer, à nous tirer à gauche, à droite, et penser que le monde extérieur va nous écouter. Mais non, il faut d'abord que nous puissions régler un certain nombre de problèmes à l'interne, entre nous. Et je le dis parce que nous avons aussi notre part de responsabilité. Je ne me dédouane pas, je ne dédouane pas tout le monde. Mais je le dis, il est grand temps d'arrêter de croire à Santa Claus, au Père Noël ou à de l'argent facile qui va venir quelque part, mais que nous puissions commencer de façon pragmatique avec des solutions que nous avons. Et Dieu seul sait que nous avons des solutions sur le continent que nous pouvons développer de façon efficace, efficiente et qui va nous permettre vraiment, avec le peu de ressources que nous avons, le peu de moyens que nous avons, de pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Qu'un enfant qui veut étudier à partir de 18 heures ne soit pas obligé donc d'attendre le lendemain parce qu'il n'a pas une seule ampoule pour pouvoir étudier. Voilà, qu'une femme ne meure pas en couche parce que simplement on n'a pas eu de la lumière pour pouvoir le faire, ainsi de suite. Donc, moi, je suis pour le pragmatisme africain, ok? Trouvons nos voies et nos solutions. Ne regardons pas à gauche, à droite en attendant
que les gens viennent nous sauver de nos problèmes, mais déjà commençons à être pragmatiques en utilisant les solutions qui sont à notre portée pour pouvoir donc résoudre nos problèmes. Merci. Mais je Merci. suis pour la Oui. collaboration avec tout le monde parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Le monde dans lequel on est, on ne peut pas dire non, c'est moi seulement et moi seul. Non. Et il faut être ouvert, mais il faut y aller avec aussi les yeux ouverts et ne pas se laisser berner comme cela a été pendant très longtemps et commencer vraiment avec des solutions idoines que nous avons entre les mains et pouvoir le faire. Bon, je n'aurai pas le temps de parler du nexus énergie, eau, agriculture, mais bon, bon, si on a un peu de temps, on pourra en revenir là-dessus. Voilà, merci. Ce sera possible de le faire lors des mots de conclusion, les messages que je vais vous demander tout à l'heure en conclusion. Merci. Parce qu'effectivement, c'est une question importante, le lien avec l'eau également. On appelle le lien avec l'océan, mais le lien avec l'accès à l'eau est évidemment très, très important. Merci M. Ouedraogo pour ces points. Alors, ça me permet d'enchaîner avec Fadel Diop. Et en fait, il y a deux points qui me semblent être importants. Le premier, c'est la coordination à l'échelle africaine. Je pense que le ministre l'a mentionné, mais depuis, je pense, 2 ans, il y a un sommet africain sur le climat. Il y a une semaine africaine sur le climat. Je pense que le plus récent a eu lieu il y a quelques semaines seulement. Je ne sais pas si d'ailleurs Oxfam était représenté. Et donc, j'ai l'impression que c'est finalement un domaine dans lequel il y a quand même de la coordination africaine. Il y a des négociateurs africains pour le climat lors des COP. Et au fond, voilà, c'est peut-être un des rares domaines où il y a une véritable coordination, en tout cas une tentative de position africaine, puisqu'à l'issue de chacun de ces sommets africains, il y a une prise de position claire, disons, commune à tous les pays africains. Peut-être, Fadel, ce que penser de cette tentative de coordination et de position africaine. Et le deuxième élément, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit en écoutant aussi Bachir Ouedraogo, mais d'autres intervenants qui ont fait des commentaires, c'est oui, d'accord, on peut effectivement chercher des solutions au niveau local, au niveau africain, faire tout ce qu'on peut avec des ressources faibles, mais si les États-Unis continuent à polluer massivement, si d'autres pays le font également, de toute façon, les températures vont augmenter et nous en payons encore plus le prix en Afrique. Donc, je crois que est-ce que le message consiste à dire on s'occupe que de ce qui nous concerne sur un sujet où très clairement, justement, on ne peut pas séparer les impacts entre les continents. Et je pense que c'est quand même aussi une vraie question. Et Fadel, je vous la pose également par rapport au choix d'énergie d'un pays comme le Sénégal. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'exploite à fond ou est-ce qu'on essaie de se dire il faut aussi modérer l'usage de ces énergies qui sont des énergies fossiles? Merci Gilles. Vous mettez le doigt sur des questions essentielles, hein, mais aussi problématiques, hein, parce que je pense que les positions sont souvent assez tranchées sur ces questions-là. Je vais commencer par la deuxième question. Mais d'abord dire que moi, j'aime bien comment Monsieur le ministre ramène les choses à des exemples concrets sur tout ce que recouvrent en fait ces questions qu'on pense être théoriques ou bien qu'on pense être relatives aux négociations internationales. Lorsqu'on a une femme qui a besoin de coucher et qui n'a pas de lampe pour le faire, lorsqu'on a un enfant qui doit étudier, etc. Ça rappelle que ce ne sont pas des choses abstraites, c'est du concret pour nous. Les enjeux sont vraiment réels et ce n'est pas une, deux, trois personnes que ça touche plus de 600 millions d'Africains. Il a rappelé le chiffre en Afrique qui n'ont pas accès à l'électricité de base. Sur la question, c'est assez, ça semble être très straightforward, mais il y a beaucoup de nuances hein, lorsqu'on parle de solutions locales ou solutions internationales. Ce n'est pas possible, à mon avis, d'avoir une position toute tranchée. Aujourd'hui, si on prend l'investissement qui est nécessaire pour construire une centrale d'énergie renouvelable, le Sénégal n'en a pas les moyens, les pays africains n'en ont pas les moyens.
vous êtes au Sénégal aussi bien que moi. Vous avez vu les récents chiffres sur le niveau de la dette au Sénégal à plus de 99% du PIB et les conséquences que cela a eu, c'est-à-dire que beaucoup de choses sont en train d'augmenter, notamment les transferts numériques qui sont taxés de plus en plus pour que l'État puisse avoir de l'espace fiscal afin d'avoir des investissements propres qui ne dépendent pas des flux financiers internationaux. Un exercice qui est très difficile que nous subissons tous en tant que citoyens, notamment les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables. Et malgré ces tentatives de l'État de développer l'espace fiscal afin de faire des investissements propres, le climat ne vient pas en priorité à la tête du décideur. Il est en compétition avec l'éducation, avec la santé, avec les infrastructures. Donc, avec peu de moyens, les pays africains doivent faire beaucoup et ils doivent prioriser. Donc, c'est très difficile pour un décideur de se reposer uniquement sur les moyens qu'il a à bord pour pouvoir mener des réformes ou bien des infrastructures aussi importantes que sur le plan de l'énergie. Et c'est pour ça qu'il y a en fait euh, une certaine interrelation entre les politiques nationales et les politiques internationales lorsqu'il s'agit de développer des infrastructures sur le plan de l'énergie. Ce qu'il faut dire et c'est la même chose lorsque vous parlez de la Semaine africaine du climat, je pense que la société civile africaine, lors de la première Semaine africaine du climat, a été très, très critique parce qu'il semble y avoir justement cette position coordonnée des chefs d'État africains, mais alors comment expliquer ceci? Il y a deux façons de voir les choses lorsqu'on parle du climat. Il y a le fait de se poser sur les principes selon lesquels les pays qui sont les plus responsables doivent financer la réponse climatique. Et puis, il y a ce que monsieur le ministre disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect business. Et on est désolé de constater que même dans les semaines africaines du climat, où on a l'impression que justement, on devrait promouvoir la première option, c'est la deuxième option qui prédomine. C'est-à-dire que ce sont des espaces où on met en priorité les banques multilatérales de développement, où on met en priorité les institutions financières internationales qui coptent cette affaire-là pour voir quels sont les investissements les plus stratégiques à mettre en œuvre dans le secteur de l'énergie ou ailleurs, non pas pour venir en aide aux populations, à la planète, mais d'abord aux investisseurs, aux stakeholders qui doivent faire du profit avant tout. Et on est dans ce piège-là où on a besoin des flux financiers internationaux pour faire face à la crise climatique, mais ces flux financiers internationaux sont cooptés par un système privé qui promeut beaucoup plus de dettes encore pour les pays africains et non pas venir en aide pour pouvoir réparer en fait le tort, parce que ce n'est plus de l'aide à ce moment-là. On parle de moins en moins d'aide lorsqu'on parle de climat, mais de réparation climatique, parce qu'en fait, il y a une responsabilité historique des pays pollueurs. Et il faut noter que tout ça se passe dans un contexte qui est très marqué par les inégalités. Je pense que tout à l'heure, vous l'avez dit, Gilles, dans une de vos interventions, il y a des inégalités dans la consommation de l'énergie et on a l'impression que nous autres, nous sommes en train de payer le prix fort pour un train de vie que d'autres mènent sans pour autant forcément en assumer les responsabilités. Oxfam International vient de publier un rapport sur la transition énergétique et la dimension néocoloniale qui continue dans cette transition énergétique. Et on montre tout simplement que les 1% les plus riches de la planète, juste les 1%, leur niveau de consommation d'énergie pourrait éventuellement suffire au reste de la population sur la planète qui n'a pas accès à l'énergie 7 fois. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, les 1% peuvent leur nourrir en électricité 7 fois. Donc, on a cette inégalité dans la consommation de l'énergie et les pays qui sont les plus pauvres en payent le prix fort. Un autre aspect dans les inégalités, c'est justement qui en tire le profit. Parce qu'on a beaucoup parlé des investissements en termes d'énergie renouvelable, etc. On n'a pas beaucoup parlé de la question des minerais de transition, qui est une question critique en ce moment. Tout le monde connaît la situation qui se passe en République démocratique du Congo. 70% du cobalt mondial, et le cobalt est absolument nécessaire pour créer des voitures électriques, par exemple. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui possèdent une Tesla ici dans la salle. Sachez que si vous avez une Tesla, il y a 3 kilos de cobalt
probablement congolais, qui est présent dans cette infrastructure-là. Et Tesla fait 321 fois plus de profit par rapport à la RDC. Donc, il y a des questions fondamentales. Qui profite de cette situation-là, de ce statu quo-là, de la non-avancée dans les négociations climatiques-là, et comment, effectivement, on peut faire en Afrique pour, malgré une certaine dépendance, parce qu'il faut le dire, il y a une dépendance politique, il y a une dépendance financière et il y a une dépendance technologique envers euh, le système international en l'état actuel pour développer ce que. Donc, malgré cette dépendance-là, comment pouvons-nous faire pour développer un système propre, un système où nous pouvons aussi industrialiser l'Afrique malgré le fait qu'il y a de la compétition ailleurs. Un système où nous pouvons construire des chaînes de valeur qui permettent aux pays africains d'avoir une économie stable, d'avoir de l'emploi pour les jeunes, mais aussi de pouvoir faire aux conséquences du changement climatique. Je pense que ce sont des questions importantes qu'il faut mener, mais, mais il reste beaucoup à faire parce qu'en fait, si on confie la question seulement aux États, il y a des difficultés parce que les décideurs politiques est dans une posture très pragmatique, hein, et le financier, le secteur privé aussi est dans une position très pragmatique. C'est pour ça qu'il y a un rôle beaucoup plus important que des instituts, des think tanks comme les vôtres. Je parle de Wati, je parle de l'Institut Jacques Delors, mais aussi de la société civile, puissent gagner, monter en puissance sur ces sujets-là. Parce que c'est vraiment en développant le narratif beaucoup plus important sur ces questions-là qu'on pourra rééquilibrer progressivement, pas de suite, mais progressivement, les jeux de pouvoir qu'il y a autour des négociations climatiques pour permettre enfin que les populations africaines, mais les populations du Sud de manière générale, puissent tirer leur épingle du jeu. Merci beaucoup, Fadel. Merci beaucoup à nouveau. Énormément de choses et on pourrait refaire 2 ou 3 webinaires sur le sujet, les sous-sujets. Alors, je vois la main levée de Madame Geneviève Ponce, donc je vais vous donner la parole dans quelques secondes. Je voulais juste signaler, hein, je regarde, je vois qu'on est déjà à 10 minutes de la fin de ce webinaire. Je voulais peut-être, Madame Ponce, peut-être vous demander aussi peut-être de nous dire ce que vous pensez de la Chine, parce qu'il y a voilà, il y a cette focalisation évidemment africaine sur l'Afrique et sur les pays développés. Il y a parfois un peu cette impression chaque fois d'être dans un tête-à-tête Afrique-Europe, compte tenu aussi de l'histoire coloniale, et on oublie parfois le monde tel qu'il est aujourd'hui et le rôle clé joué par la Chine. Et peut-être par opposition aux États-Unis de Donald Trump, on a quand même une Chine voilà, qui s'est développée avec énormément de pollution, de carbone, mais qui fait des efforts absolument réels, concrets de décarbonation et qui promeut des voitures électriques. Même si Fadel a mentionné, derrière les voitures électriques, il y a aussi des minéraux critiques, qui serait sans doute un sujet pour un autre webinaire. Mais peut-être, Madame Ponce, qu'est-ce que vous pensez de la position aussi de la Chine, un géant économique, et de la possibilité, à nouveau, d'avoir une forme de mobilisation de tous ceux qui ne partagent pas le point de vue aujourd'hui, en tout cas, de ceux qui dirigent aux États-Unis. Oui, alors un petit rappel très rapide, un petit rappel rapide. Les États-Unis, c'est 14 tonnes de CO2 par tête et par an. La Chine, c'est 9 tonnes de CO2 par tête et par an. L'Europe, c'est 7. Et l'Afrique, c'est peut-être 1 à tout casser. Ça vous donne une idée. L'Europe s'était fixé un but de stabilisation au niveau de 90 en l'an 2000 et cette fixation était intervenue avant Rio, donc en 91. La Chine vient de se fixer un objectif de réduction. Donc la Chine a probablement atteint son maximum d'émissions par tête et vient de se fixer un objectif de réduction de 7 à 10% d'ici 2035. Donc la Chine est en train d'évoluer dans le bon sens. Je sais que Thibaut Vojta est un excellent spécialiste et il est entré tout à l'heure dans certaines précisions et nuances, mais en tout cas la Chine est en train d'aller dans le bon sens, contrairement aux États-Unis, et ça nous donne beaucoup d'espoir compte tenu du fait que les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres d'émissions par tête et que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Donc voilà pour la Chine. Maintenant, moi, je voulais revenir très rapidement sur 3 sujets. Un intervenant a dit de façon un petit peu radicale, les COP, soyons sérieux, les COP, ça ne sert à rien.
Moi, je ne suis pas du tout aussi radicale. Je pense que d'avoir fixé au niveau mondial un objectif d'émission, un objectif de limitation de la hausse des températures à 1,5, même si il est plus que probable que cet objectif sera rapidement dépassé, c'était bien de le faire. Et par exemple, donc ça, c'est un objectif, une boussole. Mais ensuite, il y a aussi des principes qui ont été fixés et qui fondent les financements. Ces principes devaient être reconnus au niveau international. C'est notamment la responsabilité commune mais différenciée, qui trouve ses racines dans les éléments historiques que nous avons, je pense, tous évoqués. Je voulais aussi revenir rapidement sur le fait qu'en effet, après l'agression russe en Ukraine, certains pays européens, notamment l'Allemagne, ont rouvert des centrales à charbon. Mais c'était juste parce qu'il fallait absolument se priver du gaz russe. Le gaz russe, c'est des centaines de millions de dollars que l'on verse à ce pays agresseur par jour. Donc, il fallait s'en priver. Et donc, c'était une des réponses, et c'est une réponse qui, pour des gens comme moi, est évidemment vraiment pas la meilleure. C'est même la pire. Le nucléaire maintenant, donc je vous ai un petit peu dit d'où je viens et quels sont mes attachements depuis toujours. Le nucléaire a sûrement beaucoup de défauts, beaucoup de risques, mais le nucléaire n'émet pas de dioxyde de carbone. Donc ça, c'est les deux choses que je voulais vous dire à ce sujet. Enfin, financement, ça c'est très important. L'Afrique est un continent qui est très endetté. Et donc, il faut trouver des financements qui ne conduisent pas à plus de dettes. Et là, vous avez des systèmes très innovants qui ont été inventés et qui commencent à être diffusés en Afrique. Donc, l'Afrique a des réservoirs de carbone bleu extraordinaires. Les mangroves, la capacité qu'ont les mangroves d'absorber du dioxyde de carbone est extraordinaire. C'est la plus grande. L'Amazone à côté, c'est rien du tout. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est diminuer l'endettement des pays africains qui vont restaurer leurs mangroves. Ça, c'est un type de financement innovant qui a commencé. Et puis maintenant, vous parliez de narratif, et je dois dire que l'Institut Jacques Delors de Bruxelles, Europe Jacques Delors, a développé un narratif qui était une combinaison entre commerce international, environnement et développement. Et sur cette base, la Commission européenne a inventé le CTIP, c'est-à-dire un système de mini-accords commerciaux qui vont lier le commerce international, l'environnement et le développement. Je vous donne un exemple très concret. Actuellement, au Mozambique, l'aluminium est produit avec du charbon qui est donc fortement carboné et qui vient d'Afrique du Sud. Le Mozambique a des ressources hydrauliques extraordinaires. Alors, qu'est-ce que c'est que l'application de ce triangle environnement, développement, commerce international? C'est permettre au Mozambique de continuer à exporter de l'aluminium, mais de l'aluminium décarboné en utilisant l'énergie hydraulique. Et donc, conduire l'énergie hydraulique jusqu'aux usines qui produisent de l'aluminium. Il y a des tas d'idées, il y a des tas de choses à faire et il y a les narratifs qui permettent de les faire. Merci. Merci beaucoup et on va considérer que c'est en même temps vos messages clés hein, de fin de webinaire. Merci beaucoup, Madame Ponce, ça a été extrêmement riche. On n'a plus beaucoup de temps, mais je vais quand même passer la parole rapidement aux trois autres intervenants pour vraiment un message clé et donner la parole ensuite à Sylvie. Bachir Ouedraogo. Le micro n'est pas encore ouvert. Désolé. Vraiment, je tenais à remercier vraiment la qualité du panel et vraiment la qualité donc des discussions. Je pense que Wathier a été vraiment bien inspiré de nous réunir pour cette opportunité. Et en mot de clôture, je voudrais juste dire que c'est vrai, de façon disparate, chaque pays, chaque continent a ses façons de faire, mais je voulais dire que avec ce que nous avons, surtout en Afrique, on a des créneaux qui sont assez importants et qui impactent tout le monde. Je vais parler de l'agriculture, je vais parler de l'énergie, je vais parler de l'eau, qui sont vraiment des facteurs qui permettent non seulement de permettre à nos gens d'avoir une vie décente et vraiment digne,
mais aussi qui va rentrer donc dans la possibilité de création d'emplois et d'éviter vraiment que nous puissions prendre donc des chemins qui soient autres que des chemins qui permettent vraiment la protection de l'environnement et de notre cadre donc de vie. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui, avec aussi les énergies renouvelables, ça je l'ai dit, nous avons la possibilité maintenant de produire dans des zones ou dans des régions où on avait donc des difficultés ou qui sont déjà impactées par les changements climatiques. Je vais parler du désert, je vais parler donc du Sahel, où nous avons la possibilité, avec donc l'énergie solaire et le pompage solaire, et l'irrigation donc de façon contrôlée, et de pouvoir produire dans des zones où la pluie n'est plus à l'ordre du jour et où nous ne contrôlons même plus les patterns donc de la pluie. Et ce sont des solutions avec des coûts qui sont raisonnables, qui pourront nous permettre non seulement de nous nourrir, parce que quand je regarde les importations en matière donc de food pour l'Afrique de l'Ouest seulement avec le Sahel, on est à plus de 400 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources au niveau du continent qui roulent, mais toute cette nourriture est importée donc d'autres pays, pollue encore l'environnement, parce qu'en faisant venir, par exemple, le riz de la Chine, de la Thaïlande, avec des gros bateaux pour venir décharger, mais nous continuons encore à polluer l'environnement, alors que produit localement, non seulement nous protégeons l'environnement, mais nous le produisons à un coût qui est raisonnable. Et comme je l'ai dit, il y a de l'argent sur le continent. Nous importons à plus de 400-500 milliards de dollars. Même si je ne veux pas qu'on arrête toutes les importations, mais si on met ne serait-ce que 200 milliards de dollars dans ce secteur-là, ça pourrait permettre donc de créer une industrie qui, non seulement permet de développer les énergies renouvelables, mais aussi l'agriculture et permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi et éviter vraiment le spectre désolant que nous voyons des jeunes qui meurent en mer parce qu'ils veulent aller vers l'Eldorado qui n'existe pas et qui se retrouvent en Europe ou aux États-Unis et on voit ce qui se passe avec ICE aux États-Unis où on enchaîne les gens pour les mettre dans des bateaux, dans des avions, pour les ramener dans leur pays de façon dégradante. Nous pouvons permettre au monde d'être vraiment plus... un meilleur monde est possible pour tout le monde, avec des solutions qui sont à notre portée, parce que la technologie aujourd'hui a atteint un niveau extraordinaire qui nous permettra donc de produire à des coûts raisonnables. Donc, un monde meilleur est possible. Merci à tous et au plaisir encore une fois de plus. Merci beaucoup pour cette conclusion optimiste dans un contexte où, après les discours à l'Assemblée générale, on n'a pas vraiment, on n'en ressort pas très optimiste. Donc oui, un meilleur monde est possible si on agit collectivement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Bachir Ouédraogo, ancien ministre de l'Énergie et des Mines du Burkina Faso, de nous avoir rejoints. Mohamed Fadel Diop, qui va d'ailleurs, je pense, rapidement aussi nous quitter. Peut-être Fadel, un message clé. Et qu'est-ce que le citoyen peut faire, en fait, aujourd'hui dans ce contexte en Afrique et peut-être en Europe? Quel type d'alliances peuvent être tissées, peut-être? Merci, Gilles. Permettez-moi d'abord de commencer par des remerciements à l'endroit de Wati et à l'Institut Jacques Delors pour cette invitation, pour ce panel qui est très intéressant, mais aussi d'appuyer mes remerciements pour Wati, et ça va rejoindre votre question parce que je pense que, voilà, Gilles le mentionnait tout à l'heure, je suis ancien chargé de recherche pour Wati et Wati a contribué de beaucoup dans la formation, dans le développement de l'expertise que je partage aujourd'hui, mais aussi dans tout ce qu'on est en train de faire sur les questions climatiques et sur les questions énergétiques. Et justement, quand Gilles demande qu'est-ce qu'on peut faire, je pense que ça, c'est déjà un bon début. Et voilà, tous mes remerciements pour cela. Mais je souhaite aussi, en fait, que ce soit quelque chose qui soit contenu. Je souhaite à Wati de pouvoir former encore une autre génération qui se préoccupe des questions climatiques, des questions énergétiques. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a abordé beaucoup de questions, certaines pour lesquelles on n'a pas vraiment de réponse. Parce qu'il faut de la réponse technique au-delà de la rhétorique. Et je pense que c'est là où on nous attend en tant qu'Africains. Voilà, je pense que même dans les réponses dans le chat, c'est écrit, il faut qu'on puisse aller de nous-mêmes. Comment on doit le faire?
C'est des questions pour lesquelles on attend la réponse de la part de différents acteurs, de la part des citoyens, mais aussi de la part des think tanks comme Wati, que j'encourage à continuer sur cette voie-là. Euh, Peut-être la deuxième chose aussi, c'est magnifier la relation entre Wati et l'Institut Jacques Delors. Moi, je crois beaucoup aux solidarités internationales. Je suis un panafricaniste convaincu, mais convaincu aussi que nous sommes dans un monde que même le panafricanisme a été facilité par les solidarités internationales. Et donc, renforcer cette idée-là, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être occulté lorsqu'on veut trouver des solutions qui ne bénéficient pas seulement à un groupe, comme ça a été le cas durant l'histoire, mais qui bénéficient à la planète entière. Et enfin, la dernière chose aussi, c'est de dire que lorsqu'on parle de la gouvernance climatique, aujourd'hui, on peut de moins en moins la distinguer de tout ce qui se passe dans les autres secteurs. Je pense à l'architecture financière internationale qui est en cours de réforme, les questions de fiscalité, je pense à la gouvernance économique mondiale. Donc aussi encourager les citoyens, mais aussi les chercheurs et les décideurs à s'intéresser davantage à ces nexus-là pour nous permettre d'arriver à des solutions qui soient vraiment des solutions systémiques et non pas des solutions sectorielles qui risquent de reproduire des inégalités. Merci, Gilles. Merci beaucoup, Fadel Diop, et merci à nouveau hein, d'avoir salué cette collaboration avec l'Institut Delors depuis des années, ces regards croisés. Je pense effectivement que ça participe voilà, de l'échange de points de vue, calmement, en reconnaissant les divergences, mais surtout en ayant ce sentiment qu'effectivement un autre monde un meilleur monde est possible si on travaille collectivement. Merci beaucoup. On va finir par Thibaut Voïta, peut-être une voix également, on a entendu, hein, de modération dans toutes ces discussions. Et voilà, je suis heureux de terminer avec vous. Peut-être message clé. Merci. Déjà, merci. J'étais ravi de ces échanges qui ont été très riches. Je me réapproprie aussi la proposition de Monsieur Diop de renforcer les échanges entre l'Institut Jacques Delors et Wati. Ce serait formidable de pouvoir plus travailler ensemble. Et un dernier point, puisque finalement on parlait de la COP, on a parlé beaucoup de choses, et pour revenir à la COP, un élément que je voulais souligner et que je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai trop parlé, c'est la nécessité de réformer les COP. Ce n'est pas parce que les COP vont mal, ce n'est pas parce que elles accumulent des problèmes et que les contributions des États ne suivent pas, que il faut tout jeter à la poubelle. Il y a depuis de nombreuses années des propositions de réforme. Certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Je pense qu'il est essentiel que les États s'assoient, autour d'une table et en discutent. Et il serait vraiment utile d'entendre la voix de l'Afrique à ce sujet, voir qu'elle soit force de proposition. Voilà. Encore une fois, merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Thibaut Voïta, donc conseiller énergie à l'Institut Jacques Delors. Sylvie, j'aurais voulu te donner l'occasion de participer davantage à la conversation, mais c'est allé tellement vite et nos invités avaient beaucoup de choses intéressantes à dire. Alors, je te laisse le mot de la fin. Merci Gilles, et nos invités avaient des choses beaucoup plus intéressantes que moi à dire sur ce sujet, donc je te pardonne, et je trouve que tu as très très bien fait. Merci à nos 4 intervenants. Effectivement, moi j'adore cet exercice regard croisé, je trouve que c'est très riche, que ça sort des clichés, que c'est constructif et que ça crée des ponts entre nous, entre différents points de vue, et donc j'espère qu'on va continuer, voire même peut-être comme ça a pu être proposé, réfléchir à des collaborations plus abouties, peut-être des travaux collectifs ou des études ensemble. Je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de créer ces ponts-là quand nos politiques n'arrivent pas forcément à les matérialiser au-delà de belles paroles. Donc on en reparle, on y réfléchit, mais on est à votre disposition aussi pour toute suggestion. Une fois remercié, moi je voudrais rebondir sur votre mot, Monsieur le ministre, Bachir, si je peux me permettre, de pragmatisme africain. Eh bien, je souhaite que le pragmatisme ne soit pas qu'africain et que nous aussi, Européens, sachions être pragmatiques face aux défis que nous avons à relever. Voilà, bonne continuation à tous et merci encore.
Merci à tous. Merci, pour cet Merci. échange. à tous. À très Merci, au bientôt. revoir. Bon après-midi, au revoir. Merci.